cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Aujourd'hui, et conformément à sa demande, nous allons corriger les vidéos de Monsieur Troublefait concernant l'euro et sa soi-disant fin prochaine. Alors si les experts de l'euro veulent réagir à ces vidéos pour les commenter, les corriger, les approfondir, leurs remarques sont les bienvenues, et si elles sont dans un format vidéo sur YouTube, je les ajouterai à la playlist de la série. Nous allons commencer par saluer l'ouverture d'esprit dont fait preuve ici Monsieur Troublefait. Ensuite, nous allons nous poser quelques questions que Monsieur Troublefait et d'une manière générale tous les anti-euros devraient un peu se poser. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une monnaie ? Ensuite, qu'est-ce qu'une bonne monnaie ? Et finalement, est-ce que l'euro y correspond ? J'ai envie de dire l'élégance dans la simplicité. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie ? On va pas chercher midi à 14h et on va tout simplement reprendre les cours qu'on m'avait donnés quand j'étais au lycée. Une monnaie est un objet qui répond à 3 fonctions. Pas plus, pas moins. Intermédiaire dans les échanges, réserve de valeur et unité de compte. Intermédiaire des échanges signifie qu'on peut s'en servir pour payer. Vous allez chez votre boulanger, vous lui donnez des euros, il vous donne du pain. Réserve de valeur signifie qu'on peut s'en servir plus tard, qu'on n'est pas obligé de s'en servir maintenant. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez mettre de la monnaie de côté et qu'elle aura toujours la même valeur. Avec la même quantité de monnaie, vous pourrez acheter la même quantité de marchandises. Et finalement, unité de compte. L'argent permet tout simplement de mettre des chiffres sur les choses. Pour reprendre l'exemple du boulanger, c'est pas simplement « je vous donne des euros et vous me donnez du pain », c'est plutôt « je vous donne 50 centimes et vous me donnez une baguette ». Comme je vous l'avais dit, il n'y a rien de très complexe. En revanche, une des conséquences de ce qu'on vient de se dire, c'est qu'une bonne monnaie a des caractéristiques précises. Et quelles sont ces caractéristiques justement ? Eh bien tout simplement, comme intermédiaire des échanges, il faut que cette monnaie soit acceptée par suffisamment de monde. Et oui, ça peut paraître bête, mais si vous allez chez votre boulanger et qu'il vous dit qu'est-ce que c'est que ces pièces que vous me donnez, c'est un peu compliqué. Concernant l'unité de compte et la réserve de valeur, une bonne monnaie a une caractéristique assez simple, là aussi on va pas chercher midi à 14h, ce sont des prix stables. Pour reprendre l'exemple du boulanger, si un jour votre boulanger vous demande 50 centimes pour une baguette et que le lendemain il vous demande 50 €, il y a peut-être un problème quelque part. Donc au final, une bonne monnaie c'est quoi ? Eh bien c'est une monnaie qui est acceptée par tout le monde et dont les prix sont stables. Il n'y a rien d'extraordinaire comme je vous l'avais dit. Maintenant, est-ce que l'euro correspond à cette définition ? J'ai envie de dire oui évidemment. Est-ce qu'on peut payer partout en euros ? Oui, évidemment. Si vous allez au supermarché, il n'y a pas de problème, on vous les prendra vos euros. Et si vous allez dans n'importe quel pays de la zone euro, il n'y aura aucune difficulté non plus. Il y a même des pays qui ne font pas partie de la zone euro qui ont adopté l'euro comme monnaie nationale. C'est le cas du Monténégro par exemple. Ils n'ont pas le droit d'imprimer d'euros, mais la seule monnaie qu'ils acceptent, c'est l'euro. Voilà. Donc la fonction d'intermédiaire des échanges, l'euro la remplit super bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, concernant la fonction d'unité de compte et de réserve de valeur. Pour que cette fonction soit bien remplie, il suffit d'avoir une inflation faible. Mission accomplie. L'inflation la plus élevée que la France ait connue depuis qu'elle est dans l'euro est de 2,8%. Et d'une manière générale, on est plutôt sur une inflation qui est inférieure à 2% en moyenne. Donc, l'euro est une bonne monnaie. Seulement voilà, Monsieur Troublefait n'est pas d'accord, et il a fait toute une série de vidéos pour nous expliquer pourquoi. Le tout petit problème, c'est que Monsieur Troublefait n'est pas vraiment pertinent, disons. C'est un petit peu comme avec sa fameuse vidéo sur ADP. Il y a peut-être une ou deux erreurs par-ci par-là qui se sont glissées. Éventuellement, la totalité de ce qu'il raconte serait faux. Je vais donc me permettre d'apporter un petit correctif. Allez, première vidéo, c'est à vous monsieur. Salut à tous, ça fait 20 ans cette année que la France utilise l'euro, et rappelez-vous qu'à son introduction, on nous avait fait un paquet de promesses. Seulement, avec le recul du temps et un truc qu'on appelle la crise de l'euro, plus personne n'ose affirmer qu'il est une source d'emploi, d'investissement et de prix bas. Bon, ça fait moins de 20 secondes que monsieur a commencé à parler, et il commence déjà à raconter des bêtises.
Je vous affiche le site de la Banque Centrale Européenne concernant les avantages de l'euro. Je vais juste me permettre de lire. Durant ces 20 années d'existence, l'euro a toujours été stable et fiable. Et si on descend un petit peu, on apprend que 75% des Européens trouvent que l'euro est une bonne chose. Du coup, en fait, ce n'est pas exactement ce que vous nous avez dit, monsieur Troublefait, excusez-moi. Ce n'est pas personne n'ose affirmer que l'euro est une bonne chose. La réalité, c'est plutôt que les autorités compétentes et les 3/4 de la population estiment que l'euro est une bonne chose. Mais qu'avez-vous d'autre à nous dire ? Un rapport récent datant de février 2019 a estimé que l'introduction de l'euro aurait coûté 56 000 € à chaque Français sur 20 ans, soit 3 600 milliards d'euros. 3 600 milliards d'euros. Alors, juste comme ça, pour que les chiffres de ce rapport fonctionnent, il faut que nous ayons une croissance minimum de 9,5% par an à partir de 2002. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la croissance la plus forte jamais enregistrée en France a été de 7%. Bon, donc est-ce que c'est crédible ? Non. Détail amusant, M. Troublefait est violemment opposé aux différentes politiques de M. Macron. Or, comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, ce rapport recommande justement de poursuivre les réformes de M. Macron. Maintenant, rendons la parole à M. Troublefait. Puisque l'euro va disparaître dans les années qui viennent, pour des raisons techniques, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, personne ne peut donner de date exacte. Ah ouais, c'est un peu dommage, parce que, excusez-moi de vous le dire, monsieur Troublefait, mais votre idole, monsieur Asselineau, ça fait 20 ans qu'il nous explique que l'euro va s'effondrer dans les mois qui viennent. L'euro il est toujours là, Ce qui me donne à penser, personnellement bien sûr, qu'il y a très peu de chances pour que cette monnaie fête ses 30 ans. Ah, du coup en fait vous vous donnez un délai de 10 ans. Bon, c'est un peu large, Alors, pourquoi ? L'euro a déjà un pied dans la tombe parce que tout le monde peut constater qu'il a échoué à remplir ses objectifs officiels de croissance économique et de lutte contre l'inflation, et ses objectifs officieux de convergence des économies de la zone euro. Alors monsieur, ça fait des années que le risque principal pour l'Union Européenne c'est la déflation, ce qui est l'inverse de l'inflation. Ensuite pour la prospérité, voici la courbe du PIB français. Vous noterez que la partie où ça monte en flèche c'est le moment où on adopte l'euro, Et enfin, l'euro n'a pas pour objectif de faire converger les économies de l'Union Européenne, il est la conséquence de la convergence des économies. Je vous suggère avec courtoisie de vous renseigner sur les prérequis de l'accession à l'euro. Mais excusez-moi, monsieur Troublefait, je vous ai interrompu. Je vous laisse nous présenter la suite du programme. Cette série va donc se composer de 7 autres vidéos. Les 2 premières expliqueront comment se forment techniquement les dettes target et pourquoi ce ne sont pas vraiment des dettes. Les 2 vidéos suivantes expliqueront l'impossibilité de corriger les déséquilibres économiques à l'origine de l'augmentation des soldes target à travers le concept de zone monétaire optimale. Puis 2 autres vidéos présenteront les plans de sortie de l'euro allemand et italien, qui sont les plus d'actualité, ainsi que leurs conséquences sur les targets en termes politiques et monétaires. Et enfin, une dernière vidéo fera la liste des bienfaits de l'euro pour la France. Je tiens à préciser que cette série va mélanger des faits techniques, des constats politiques et des opinions personnelles. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis très favorable à la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Traduction en français, ça va être du grand n'importe quoi du début à la fin. Nous allons quand même reconnaître que monsieur Troublefait est suffisamment honnête pour ne pas dissimuler son opinion. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Gardez aussi à l'esprit que le sujet des targets n'est pas le plus accessible au kidam, tant par son aspect technique que par son manque d'information et de transparence. Ah oui, Target 2, c'est vachement bien caché. Si je tape BCE Target dans Google, la première chose qui sort, c'est l'explication de la BCE sur le système Target. Explication qui est à la fois complète et accessible. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous cliquez sur About Target 2, ce qui vous donnera accès à Target Annual Report, qui comporte tous les rapports du système Target depuis 2001. Il n'y a pas de manque de transparence, monsieur. Vous n'avez simplement pas eu l'idée d'aller chercher l'information. Bon, maintenant que nous avons vu la première vidéo de monsieur Troublefait, passons logiquement à la seconde vidéo de monsieur Troublefait. Pour commencer, on va voir comment se forment techniquement les dettes target et pourquoi ce ne sont pas vraiment des dettes. Monsieur Troublefait a raison sur ce coup-là. En effet, les soldes target ne sont pas des dettes. Le truc, c'est que personne ne prétend qu'il s'agisse de dettes. Target 2 est le système informatique qui permet aux banques de se payer entre elles. Basiquement, quand la banque A doit de l'argent à la banque B, elle paye en utilisant ce système-là.
C'est tout simplement la tuyauterie qui permet à l'argent de circuler entre les banques. Plus de 90% des paiements en euros passent par ce système. On parle d'un système qui, comme vous pouvez le voir sur ce rapport, gère 432 000 milliards d'euros d'opérations par an, soit en moyenne 1700 milliards par jour. Ça fait beaucoup. Bon, du coup, cette question aura été vite vue et on va pouvoir passer à la troisième vidéo. Non, en fait, on va pas faire ça. D'abord, on va laisser Monsieur Troublefait nous expliquer en détail ce qu'il pense avoir compris. Ensuite, on va corriger, parce que tout ce qu'il raconte est faux. Et donc, sans plus attendre, donnons la parole à Monsieur Troublefait. Le mot target est l'acronyme du nom très long et sans intérêt du système informatique commun des pays de la zone euro qui permet de faire circuler les euros entre les pays. Non, on s'en fiche pas, monsieur, puisque ce nom explique très précisément ce que fait le système target. Real Time Gross Settlement. En français, système de règlement brut en temps réel. C'est un système de paiement en temps réel. Le but de cette vidéo, qui sera en 2 parties, est donc de répondre à ce mystère qui vaut plus de 1000 milliards d'euros. Pourquoi est-ce que la circulation des euros crée des dettes entre les États quand ils traversent une frontière dans la zone euro ? Alors ça, c'est une question piège en fait, parce que la circulation des euros en Europe ne crée pas de dette évidemment. La réponse se trouve dans les règles comptables de notre merveilleux système bancaire. Il faut donc que je m'assure que vous soyez au courant d'une petite notion. C'est le moment bilan comptable. Le bilan est un document comptable qui renseigne sur le patrimoine d'un agent économique. L'actif à gauche indique toutes les possessions de cette entreprise. Et le passif, à droite, indique par quels moyens cette entreprise a financé ses possessions. Ça c'est vrai, jusque-là, c'est basique mais c'est pas faux. Si l'actif, c'est-à-dire la valeur des possessions à un instant T, est inférieur au passif, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour les obtenir, alors l'entreprise a réalisé une perte. Oh là 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 là. Bon, monsieur, je suis gentil, mais ça c'est pas possible, hein. Le résultat, bénéfice ou perte, ne se calcule pas dans le bilan, mais dans un document qu'on appelle le compte de résultat. Le bilan mesure le patrimoine d'une entreprise et le compte de résultat mesure son activité. Pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient absolument aucune base comptable, ce que Monsieur Troublefait vient de dire n'est pas simplement faux, c'est stupide. D'accord, ça donne des résultats aberrants et d'ailleurs, Monsieur Troublefait va nous en donner une belle illustration dans quelques minutes. Et maintenant que vous avez compris ça, vous allez voir qu'on a un problème comptable lorsque l'on doit transférer de l'argent du compte d'un client dans une banque vers une autre banque. Ah, on a un problème comptable, ouais. Oui, enfin non, vous n'avez pas compris comment marche une comptabilité, c'est pas tout à fait la même chose. Bon allez, expliquez-nous un petit peu votre affaire. Prolovic échange 100 € de trésorerie contre 100 € de vêtements. Moins 100 plus 100 à l'actif égale 0, il n'y a aucun impact sur l'équilibre du bilan. Évidemment, on constate l'inverse du côté du fournisseur. Il reçoit 100 € de trésorerie contre 100 € de vêtements. Pour la banque, les comptes de ses clients représentent des dettes, elle les inscrit au passif de son bilan. Pour elle, il s'agit simplement d'un jeu d'écriture interne. 100 € sont débités du compte de Prolovic et 100 € sont crédités sur le compte du site marchand. Moins 100 plus 100 égale 0, toujours pas d'impact sur l'équilibre du bilan. La situation va se corser si le fournisseur a une banque différente de Prolovic, disons la Société Générale. Cette fois, on va voir que cette transaction va déséquilibrer le bilan des banques. A nouveau, le débit du compte de Prolovic de 100 € fait baisser le passif de la BNP de 100 €, mais cette fois le crédit du compte fournisseur fait augmenter le passif d'une autre banque. Si on laisse les choses dans cet état, ça signifie comptablement que la BNP a fait un bénéfice de 100 € et que la Société Générale a fait une perte de 100 €. Non monsieur, ça signifie juste que votre schéma est faux. Ce qui se passe pour les banques, c'est la même chose que pour les clients en dessous. Il y a un échange de trésorerie, et fin de l'histoire. Voilà. Si je vous demande de vous représenter de la monnaie, vous avez pensé à des pièces et à des billets de banque. Bon, eh bien la façon comptable de représenter de la monnaie, c'est un actif et un passif de même valeur. Vous allez comprendre tout de suite en voyant ce qui se passe lors d'une création monétaire par le crédit bancaire. Je sens que ça va encore être un grand moment. Bon, allez, je suis mauvaise langue. Jusque-là, certes, Monsieur Troublefait n'a dit que des sottises. Néanmoins, peut-être qu'il va réussir à revenir à la réalité. Allez, Monsieur Troublefait, on vous fait confiance.
Quand une banque fait crédit de 10 000 euros, elle crée l'argent à partir de rien en inscrivant la somme de 10 000 euros sur le compte du client. Son passif augmente de 10 000 euros, mais en échange, elle inscrit à son actif la reconnaissance de dette du client de 10 000 euros. Du côté du client, le crédit bancaire augmente sa trésorerie à l'actif de 10 000 euros, mais en contrepartie, il doit 10 000 à la banque. Eh bien, on dirait que j'ai vraiment été mauvaise langue. C'est bien comme ça que ça marche la création monétaire. Bon, par contre, il y a juste un petit problème qu'on va voir tout de suite, c'est que Monsieur Troublefait ne semble pas comprendre que le fait d'augmenter le solde créditeur d'un client ne modifie pas la trésorerie d'une banque. C'est un point important. C'est-à-dire que si la banque vous prête 10 000 euros, vous avez 10 000 euros en plus sur votre compte, mais il n'y a pas 10 000 euros en plus dans les caisses de la banque. Pour en revenir à notre exemple, la BNP a donc transféré 100 euros de ses dettes sur le dos de la Société Générale, qui ne doit pas être très contente. Pour qu'il n'y ait ni perte ni bénéfice, mais seulement transfert d'argent, la BNP doit aussi transférer à la Société Générale une reconnaissance de dette de 100 euros. Évidemment, comme les banques commerciales peuvent créer autant de monnaie qu'elles le veulent, une reconnaissance de dette de leur part n'a pas de sens. Voilà, c'est ce que je vous disais, ce monsieur semble s'imaginer que les banques disposent d'une planche à billets qui leur permet d'imprimer de l'argent à l'infini. Évidemment, non. Donc, elle doit fournir un actif tangible, comme des actions, des obligations, de l'or physique, etc. Oui, c'est vrai que payer avec 2 euros, c'est beaucoup trop compliqué. Non, on va plutôt s'échanger des actions, des emprunts et ce genre de trucs. C'est très logique, oui, bien sûr. Bon, sinon, juste comme ça, pour nos spectateurs, Monsieur Troublefait vient de réussir à nous pondre le concept d'une banque où l'argent n'existe pas. Bon, jusque-là, Monsieur Troublefait nous a gratifié d'inventions comptables et financières peu courantes, mais là, peut-être que le concept va un petit peu loin. Vous pouvez vous représenter la monnaie d'un État comme divisée en autant de compartiments qu'il y a de banques commerciales, ou pour être plus précis, de banques de dépôt. Eh bien, Monsieur Troublefait nous apprend quand même des choses extraordinaires. Grâce à lui, nous savons désormais que les espèces, les pièces et les billets, ne sont pas de la monnaie. Et oui, les espèces ne sont pas gardées à la banque, mais dans nos poches. Chacune de ces banques crée sa propre monnaie, qui a son propre tampon électronique, et qui tourne en vase clos entre les comptes de ses clients. Nous sommes encore confrontés à l'ignorance de Monsieur Troublefait en matière comptable. Évidemment, les banques n'ont pas chacune leur propre monnaie. D'accord ? Il n'y a pas d'euro Société Générale ou d'euro BNP. Il y a des euros. Cette sottise vient simplement du fait que Monsieur Troublefait ne sait pas ce qu'est un compte en T. Explication rapide. Vous avez un compte à la banque, mais vous n'êtes probablement pas la seule personne à avoir un compte dans votre banque. Et la banque a évidemment besoin de savoir qui lui doit combien et combien elle doit à qui. Donc la banque va tout simplement créer un compte pour chacun de ses clients qui sera nommé d'après ce client et où seront enregistrées toutes les opérations relatives avec ce client, avec d'un côté l'argent qui sort et de l'autre l'argent qui rentre. C'est tout simple, Lorsque de la monnaie doit changer de vase, et donc changer de tampon, on passe par l'intermédiaire d'une banque centrale qui garantit qu'un actif de la même valeur que le passif sera transféré. Bon, par où commencer ? Alors, d'abord évidemment, cette histoire de tampon électronique n'existe que dans la tête de Monsieur Troublefait. Si Monsieur Troublefait veut me prouver que j'ai tort, c'est pas compliqué. Qu'il me fournisse la documentation relative à ces fameux tampons électroniques. Ensuite, les échanges entre banques ne passent pas forcément par l'intermédiaire de la banque centrale. Et finalement, on en arrive à nouveau au même problème. Il n'y a pas d'argent dans votre système, monsieur. Vous avez inventé un concept où il n'y a pas d'argent dans les banques. C'est fantastique. Le métier de la banque, par définition, c'est de gérer de l'argent. Et il n'y en a pas dans votre système. Est-ce que vous voyez la petite contradiction ? Bon, à ce stade, vous vous demandez sans doute quel est le lien avec l'euro et les targets. Effectivement, et ce serait bien que vous répondiez à cette question. Eh bien, si vous avez compris tout ça, vous avez compris le fonctionnement de l'euro. Rectificatif. Si vous avez compris quelque chose à ce que dit Monsieur Troublefait, vous avez très probablement une tumeur au cerveau. Parce que ce que dit Monsieur Troublefait n'a aucun sens. Parce que le même schéma se répète à l'échelon supérieur entre les banques centrales de la zone euro et la BCE. En effet, l'euro n'est pas une monnaie unique avec une seule banque centrale. Eh ben, on va se permettre juste de lire la façon dont la BCE se définit. La Banque Centrale Européenne est la banque centrale des 19 pays de l'Union Européenne qui ont adopté l'euro. Y a-t-il besoin d'être plus clair ?
Sinon nous serions dans le cas que je viens de vous présenter, et les banques commerciales seraient directement connectées à la BCE. Alors déjà, non, ce serait pas nécessaire que les banques commerciales soient connectées à la Banque Centrale Européenne. On peut tout à fait envisager que la BCE délègue l'application des politiques monétaires aux banques centrales nationales. Ensuite, je suis désolé de vous le dire, mais les banques commerciales sont directement câblées sur la BCE. C'est ce qui permet à la BCE d'afficher un bénéfice de 1,5 milliard par an à peu près. L'euro est donc une monnaie commune. C'est l'agglomération de 17 monnaies différentes et qui continuent d'être différentes, mais dont on a décidé qu'elles s'appelleraient toutes euros et qu'elles s'échangeraient à un taux de 1 pour 1, sans limite de montant ni de durée. C'est cela, oui. Et j'imagine que si je me présente au bureau de change et que je leur dis que je veux des euros français, je vais pas du tout passer pour un idiot. Alors, je vais juste avoir une petite question comme ça, hein. Une bricole, 3 fois rien. Dans l'hypothèse où des euros sortent de la zone euro, puis reviennent, comment est-ce que je fais pour savoir quel pays les a émis ? Imaginons par exemple qu'une entreprise nommée Samsung, qui exporte des téléphones dans tous les pays de la zone euro, décide de me payer moi en euros. Comment est-ce que je fais pour savoir si ce sont des euros de Croatie, des euros de Belgique, mettons, ou de France ? Je peux pas en fait. Ce sont des euros et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'euros français, d'euros allemands ou d'euros grecs. Il y a des euros. Point à la ligne. Ce système est un petit peu plus complexe, mais il a l'avantage d'être facilement réversible, car les banques centrales de chaque État continuent de gérer les transferts interbancaires domestiques, et elles ne passent par la BCE seulement lorsque les euros changent de pays. Alors là, je sais pas quoi vous dire, monsieur. Le système Target 2 dont vous allez longuement nous parler parce que ce sujet vous passionne, a eu comme principale innovation par rapport au système Target 1 de ne pas nécessiter de passer par une banque centrale. Les paiements se font directement de banque à banque. Du coup, ce que vous nous dites là, c'est faux. Bon, d'un autre côté, tout ce que vous nous dites depuis 20 minutes est faux. Donc, quelque part, il y a une cohérence. Bon, j'ai parlé de Target il y a quelques secondes. Maintenant, vous allez essayer de nous expliquer ce que vous en avez compris. C'est alors qu'apparaissent les soldes Target. Ce que vous venez de voir là, c'est le seul graphique sur lequel Monsieur Troublefait va s'appuyer quand il va parler de Target 2. Pardon, des soldes Target. Et j'ai un tout petit problème avec ce graphique, c'est qu'il est faux. Alors comment je le sais ? Eh bien, tout simplement parce que si on lit la source, on nous dit que les données viennent de la BCE. Et le tout petit problème, c'est que le graphique il commence en 2001 et que les données de la BCE, elles commencent en 2008. Bon, on est face à des gens qui ont juste imaginé la moitié de leur graphique. Une paille, hein. Ce qu'on appelle dette target, en fait, c'est juste la monnaie centrale française qui atterrit à l'actif de la Bundesbank pour qu'elle crée la monnaie centrale allemande dans le cadre d'un transfert de monnaie secondaire d'un système bancaire à un autre au sein de la zone euro. Pourtant, on voit pas bien pourquoi on parle de dette, parce que l'échange est équilibré. À part vous, personne ne parle de dette, monsieur. Hein. Ça s'appelle des soldes, pas des dettes. Vous aurez peut-être noté que c'est pas les mêmes lettres. Hein. D'accord ? Qui ne forment pas le même mot, parce que c'est pas la même chose. La Bundesbank a reçu un actif d'une certaine valeur, puis elle en a créé un autre de même valeur à destination des banques commerciales de son système bancaire. Et c'est tout à fait vrai, il n'y a pas de dette. Tant qu'un euro français égale un euro allemand égale un euro finlandais, etc., personne ne doit rien à personne. Le solde target négatif de la France ne signifie pas qu'elle doit cette somme à un autre pays, ça signifie que de l'argent créé en France par les banques commerciales a quitté le pays et se balade dans la zone euro sans avoir fait le chemin inverse. C'est seulement en cas de sortie d'un état de la zone euro que les soldes target deviennent des dus qui doivent être payés entièrement en euros le jour même de la sortie. C'est une règle inscrite dans les traités européens et qui a été confirmée par Mario Draghi, l'ancien président de la BCE. C'est dommage que vous n'ayez pas jugé utile de nous montrer ce fameux traité. Parce que, bon, excusez-moi de vous le dire, monsieur, mais depuis le début de cette vidéo, tout ce que vous nous avez raconté, ce sont des calembres d'aine. Donc là, j'ai un petit peu de mal à vous croire. Hein. Évidemment, si j'ai tort, il vous suffit très simplement de m'expliquer où dans les traités je peux trouver ce que vous nous avez dit. Ensuite, monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que, d'après ce que vous nous expliquez,
Le problème Target n'est un problème qu'à partir du moment où on sort de la zone euro. Bah oui, vous nous avez expliqué que tant qu'on est dans la zone euro, eh bien ces soldes Target ne sont pas exigibles. Mais qu'en revanche, ils doivent être remboursés le jour de la sortie de la zone euro. Donc tant qu'on reste dans la zone euro, il n'y a pas de problème. Il y a quand même un petit flou juridique sur tout ça. Tiens, maintenant il y a un flou juridique. Bon, évidemment, ce serait plus simple avec le texte, hein. Sauf que le texte, vous l'avez pas lu, vous savez même pas où le trouver de toute façon, et que de toute façon, même dans l'hypothèse où vous le lisiez, vous y comprendriez rien. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter d'essayer de nous fatiguer la tête avec les traités. Concentrez-vous plutôt sur des choses qui sont à votre portée. Je ne sais pas moi, la masturbation, l'alcoolisme, les allocations chômage, enfin, des choses qui soient vraiment à votre portée, disons. Mais c'est vrai qu'il n'est pas illogique que les soldes Target échappent à leur redénomination en monnaie nationale, pour éviter de déséquilibrer le bilan des banques créditrices. Oui, c'est vrai qu'aucun comptable n'a jamais eu à gérer de dépréciation d'actifs. Non, ça c'est une nouveauté totale, un cas inimaginable qu'on n'a jamais vu, hein. Encore une fois, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient absolument pas la comptabilité, ce que Monsieur Troublefait vient de nous raconter revient à essayer de nous expliquer que les objets ne s'usent pas, qu'ils ne perdent jamais de leur valeur, qu'ils ne se cassent pas. On va prendre un exemple. Imaginons que la France sorte de l'euro et que le nouveau franc se déprécie de 10% par rapport à l'euro. La monnaie centrale française, présente sur le compte de la Bundesbank, deviendrait 100 francs, qui vaudrait 90 euros. La Bundesbank constaterait alors une perte de 10 euros, qui serait sûrement absorbée par son capital, mais selon les règles en vigueur, si cette perte devait mettre la banque en difficulté, elle devrait être recapitalisée par l'État allemand, c'est-à-dire par les contribuables. La Banque de France doit donc remplacer les 100 euros de monnaie centrale française par 100 euros de monnaie centrale de n'importe quel État restant dans la zone euro. Oui, ou alors sinon la Banque de France, elle peut aussi dire à la Bundesbank « Bah écoute, t'es gentil, mais c'est ton bilan, pas le mien, donc c'est ton problème, pas le mien. » Enfin, c'est ce qui se passe normalement, hein. Avant de passer à la vidéo suivante, est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur ? En attendant, je vous donne rendez-vous pour la suite, et je vous rassure, à partir de là, c'est moins technique et plus politique. Moins technique que maintenant ? Je suis curieux de voir ça, hein. Bon, allez-y. Vidéo 4, c'est à vous, monsieur. Salut à tous. Dans l'épisode précédent, on a vu que les soldes Target ne sont pas vraiment des dettes. Ça, c'est vrai. L'enjeu de comprendre ce sujet parfaitement chiant se comptera bientôt en centaines, voire même en milliers de milliards d'euros, quand tout ce système explosera. Ah, ça en fait des pépettes, hein. Heureusement, vous avez une solution, n'est-ce pas ? Car il finira par exploser. Ah pardon, vous vouliez d'abord nous expliquer pourquoi l'euro va disparaître. Allez-y, monsieur. C'est ce que montre l'augmentation des soldes Target, qui indique une fuite massive de monnaie de certains pays de la zone euro, notamment l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, vers d'autres pays de cette zone. En premier lieu l'Allemagne, suivi de très loin pour des questions de taille, par le Luxembourg, les Pays-Bas et la Finlande. Le but des deux prochaines vidéos va donc être de comprendre pourquoi il y a une telle asymétrie dans les échanges entre certains pays, et pourquoi rien, ou presque, n'a été fait pour régler ce problème, alors qu'il va entraîner la fin de l'euro. Le raisonnement de monsieur Troublefait, c'est littéralement certains pays sont excédentaires pendant que d'autres sont déficitaires, donc l'euro va disparaître. Alors évidemment, on aimerait des détails sur la manière dont cette destruction de l'euro serait supposée se produire. Détails qui évidemment n'arriveront jamais. Alors, maintenant c'est le moment merveilleux où monsieur va nous expliquer que pour régler tous nos problèmes, il suffit d'évaluer. C'est magique. Bon, comme l'explication est ridicule et que tout le monde l'a déjà entendu, on va passer. On va quand même se permettre de répondre à un point. L'euro n'a pas supprimé la concurrence entre les États comme on l'entend naïvement parfois. Je sais pas où vous avez entendu ça, monsieur, mais c'était sûrement pas de la part des responsables européens. L'un des objectifs officiels de l'euro, c'est de favoriser la concurrence. Excusez-moi de vous le dire, monsieur, mais depuis le début, soit vous êtes vraiment totalement à côté de la plaque, soit vous êtes à l'exact opposé de la réalité. Faites un effort, s'il vous plaît. Bon, nous allons sauter la partie où monsieur nous explique que l'Allemagne est une grande méchante qui exploite ses voisins. Nous allons aussi sauter la partie où monsieur nous explique que l'euro appauvrit les pays d'Europe du Sud, mais génère de la croissance dans ces mêmes pays.
Oui, c'est contradictoire, mais bon, c'est le discours de monsieur. Maintenant, monsieur Troublefait va essayer de nous expliquer pourquoi le dollar et l'euro ont le même modèle, mais pourquoi, d'après lui, le dollar marche et pas l'euro. Et la différence la plus significative avec les États-Unis, c'est que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Bon, là, monsieur va nous expliquer que pour qu'une monnaie fonctionne, il faut qu'il y ait des allocations. Est-ce que je vous ai dit que monsieur était chômeur ? Ça pourrait expliquer ses obsessions envers les allocations. Dans n'importe quel pays ou zone monétaire, il peut y avoir une région qui s'appauvrit pendant qu'une autre s'enrichit. En l'absence de taux de change flottant entre ces régions, vu qu'elles font partie de la même zone monétaire, et si la magie du marché ne suffit pas à répartir efficacement les capitaux, tous les États sont dotés de mécanismes plus ou moins interventionnistes pour corriger les effets de ces chocs asymétriques. Et dans le cas de la zone euro, ces mécanismes ne fonctionnent pas ou n'existent pas. Non mais là, monsieur, c'est pas possible. Comment vous dire ? Soit ces mécanismes ne fonctionnent pas, soit ils n'existent pas. C'est-à-dire que ce qui n'existe pas ne peut pas ne pas fonctionner. Et à l'inverse, évidemment, ce qui ne fonctionne pas ne peut pas ne pas exister. Il y a beaucoup trop de double négation dans les phrases que je viens de prononcer, mais c'est logique, hein. Par exemple, si votre voiture ne fonctionne pas, eh bien, elle existe. D'accord ? Et si à l'inverse, vous n'avez pas de voiture, elle ne peut pas être en panne. Là aussi, ce que je dis est évident, mais ça a l'air d'échapper à monsieur Troublefait. Vous essayez juste en fait de nous dire que vous ne connaissez pas les mécanismes existants dans l'Union Européenne. Par exemple, les fonds européens de développement. En gros, la zone euro a 3 possibilités pour corriger ces déséquilibres. Pourquoi est-ce que vous voulez corriger quoi que ce soit, monsieur ? Que certains coins soient plus riches que d'autres, c'est pas franchement une nouveauté. En plus de ça, vos solutions à ce non-problème sont pour le moins curieuses. Premièrement, il faut harmoniser le plus possible les conditions sociales et fiscales à l'intérieur de la zone monétaire. Ce que je vous affiche en ce moment, c'est la carte du chômage en fonction des départements. Pouvez-vous m'expliquer, monsieur, pourquoi l'Hérault a environ 12% de chômage, là où l'Aveyron, le département d'à côté, en a juste 6,5 ? Pourtant, a priori, il y a les mêmes règles sociales et fiscales. Pourtant, on a un taux de chômage qui va du simple au double. Deuxièmement, il faut fluidifier au maximum la mobilité des travailleurs. Vous devriez informer les habitants de l'Hérault que s'ils veulent aller dans l'Aveyron, il leur faut un passeport en règle, et un visa, bien sûr. Hein ? Et troisièmement, il faut avoir des mécanismes de répartition des richesses. Ouais, alors là, on voit bien la mentalité de chômeur de monsieur. Pour que les pauvres soient moins pauvres, il suffit de leur donner de l'argent. Techniquement, ce n'est pas faux, cela dit, hein. Bon, c'est peu intelligent, mais c'est pas faux. Alors, ce que je vais vous proposer, monsieur, c'est d'arrêter de chercher à fabriquer des zones monétaires optimum et de chercher un travail. Voilà. Comme ça, vous direz moins de bêtises et vous serez un peu plus utile à la société. Bon, jusque-là, monsieur Troublefait avait réussi à raconter des trucs qui étaient soit faux, soit stupides, mais maintenant il va passer le cran au-dessus. Nous allons maintenant être dans du discours qui est digne d'un asile de fous. L'euro devait nous entraîner dans une crise créée délibérément pour pousser les États à accepter un compromis décidé dans l'urgence qu'ils n'auraient pas accepté en temps normal. Ah, un but officieux. Donc c'était caché. Du coup, pour obtenir l'information, j'imagine que vous avez cambriolé les locaux de la Commission Européenne, ou quelque chose dans ce goût-là. Bon, en fait, pas du tout, hein. Monsieur Troublefait va juste extrapoler une vidéo où Monsieur Attali explique très gentiment que la politique c'est compliqué et que on ne prend pas de solution optimum, mais juste des solutions qui sont acceptables par tous et qui permettent de régler les problèmes. Voilà. Bon allez, vidéo suivante. Monsieur Troublefait va ici passer un cran au-dessus dans le délire et va essayer de nous expliquer comment l'Allemagne compte sortir de l'euro en restant dans l'euro. Car contre toute attente, la fin de l'euro pourrait bien être causée par l'Allemagne, pour qui la stabilité monétaire est un dogme plus fort que l'euro. L'Allemagne, j'y habitais encore le mois dernier, et il n'est pas du tout question de sortir de l'euro. Personne n'en parle, personne ne le propose. Après la Seconde Guerre mondiale, le patriotisme n'étant plus trop à la mode, surtout en Allemagne, la fierté nationale a trouvé refuge dans la monnaie. Avoir une monnaie forte et stable est devenu un impératif moral pour tous les Allemands. Ah, quand je vous disais qu'il avait passé un cran dans le délire, je mentais pas, hein. Les Allemands ont perdu la Seconde Guerre mondiale, donc pour eux, il est impératif d'avoir une monnaie stable. Je l'aurais pas tenté, celle-là. Mais aussi un impératif économique, en raison de leur système de retraite par capitalisation.
Et une nouvelle bêtise, une. En effet, en Allemagne, le régime de retraite est par répartition. Du coup, tous les Allemands sont prêts à de nombreux sacrifices pour lutter contre l'inflation, et pour ça ils ont adopté des règles strictes. La Bundesbank est indépendante du pouvoir politique qui ne peut pas actionner la planche à billets pour financer les dépenses de l'État. Je ne sais pas trop quoi vous dire, monsieur. La France utilise exactement ce même système depuis au moins les années 70. C'est-à-dire que la Banque de France est indépendante du pouvoir politique et que l'État ne peut pas faire jouer la planche à billets. La Bundesbank contrôle l'offre de crédit des banques commerciales par des politiques de taux d'intérêt, qu'elle monte ou qu'elle baisse en fonction de ce qu'elle veut faire. Ah bah voilà autre chose. Non. Les taux directeurs, les fameux taux dont vous nous parlez, sont fixés par la Banque Centrale Européenne, et certainement pas par les banques centrales nationales. Et si j'ai tort, il suffit que vous me trouviez un seul pays de la zone euro qui n'ait pas le même taux directeur. Il y a 19 pays dans la zone euro, théoriquement vous devriez au moins réussir à en trouver un. Si ce que vous dites est vrai. Bon, le truc c'est que c'est faux, donc fatalement... Et pour être sûr de pouvoir à chaque instant retirer de la monnaie du système, elle suit des règles strictes pour sa mise à disposition. Ben, pas vraiment, non. Enfin, oui, c'est strict, mais c'est pas plus strict que dans les autres pays de la zone euro. Ce sont exactement les mêmes procédures. Elle n'est octroyée que par des prêts, de préférence à court terme et toujours solidement garantis. Ce n'est pas spécifique à l'Allemagne, monsieur. Tous les pays de la zone euro fonctionnent de la même façon. Il est évidemment hors de question de donner de l'argent à une banque. Et pour une banque centrale, il est interdit de prêter sans garantie. Si vous remarquez des similitudes avec les règles en vigueur dans la zone euro, c'est normal. Ah mais c'est plus que des similarités. L'Allemagne fait partie de la zone euro, elle applique les règles de la zone euro. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Bon, maintenant, monsieur va essayer de nous expliquer pourquoi l'Allemagne voudrait sortir de la zone euro d'après lui. Au sein du système Target 2, en échange de sa monnaie centrale, la Bundesbank ne reçoit pas de beaux actifs, bien sûr, qui vont garder leur valeur. Elle ne reçoit que la monnaie centrale en provenance des autres pays de la zone euro, qui s'est accumulée pour atteindre un montant avoisinant les 1000 milliards d'euros. Ces actifs ne rapportent rien, sont invendables, et sont exposés à un risque de redénomination ou de défaut majeur, pour ne pas dire certain. Par conséquent, selon ses propres règles de classement, la Bundesbank considère tous ces actifs comme des créances pourries irrécouvrables, et elle n'a plus qu'à attendre qu'un État débiteur sorte de l'euro pour constater la perte. En d'autres termes, l'euro profite à l'exportateur allemand qui voit son activité économique se développer, mais pas à l'Allemagne prise dans son ensemble. Les Allemands vont donc casquer pour les targets. Bon, ça, c'est l'explication de monsieur Troublefait sur pourquoi l'Allemagne voudrait sortir de l'euro. Bon, pour commencer, monsieur Troublefait, il serait bien que vous vous mettiez d'accord avec vous-même. Au début de votre série de vidéos, vous nous avez montré un rapport disant que l'Allemagne bénéficiait de l'euro. Maintenant, vous nous dites que l'Allemagne ne bénéficie pas de l'euro. Il serait bien que vous vous mettiez d'accord avec vous-même. Ensuite, un peu plus tôt, vous nous avez dit ça. Et c'est tout à fait vrai, il n'y a pas de dette. Tant qu'un euro français égale un euro allemand égale un euro finlandais, etc., personne ne doit rien à personne. Le solde target négatif de la France ne signifie pas qu'elle doit cette somme à un autre pays. Vous vous rendez bien compte que dans ces conditions, l'élément déclencheur d'une perte pour l'Allemagne, c'est la sortie de l'euro. Du coup, c'est pas forcément une bonne idée de sortir de la zone euro. Enfin bon, alors c'est quoi le plan de sortie des Allemands ? Nantir les dettes Target 2 avec un collatéral. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie. C'est normal. En utilisant des termes jargonneux, on évite que des gens non autorisés à penser, comme vous, se mettent à penser. Même si on vous délivrait un permis de penser, monsieur, je crois que votre activité cérébrale resterait au point mort. Pour créer de la monnaie centrale allemande, la Bundesbank pourrait exiger les mêmes garanties aux banques centrales de la zone euro qu'elle exige pour les banques commerciales. À partir de là, fini les targets qui s'accumulent. Ou dit autrement, fini la monnaie centrale des autres pays de la zone euro qui s'accumule. Pour valider un transfert vers l'Allemagne, une banque centrale de la zone euro devrait fournir à la Bundesbank un actif éligible du même montant que la transaction. Et cet actif, vous commencez à les connaître maintenant, ça peut être de l'or, des actions, toutes sortes de titres, mais ce sera surtout des obligations d'État allemands. Tant que les échanges entre votre pays et l'Allemagne sont équilibrés ou stables, il n'y a pas de problème.
Mais quand vous avez une fuite de monnaie constante et importante vers l'Allemagne, ce système vous vide de votre richesse. Ce serait le cas notamment de l'Italie et de l'Espagne qui seraient très vite à court de collatéral. Par conséquent, cette idée en apparence innocente et technique va conduire à l'expulsion de certains États de la zone euro en quelques semaines. Alors ça, monsieur, c'est une excellente idée pour créer une crise économique sans précédent en Allemagne. Avec ce système, à l'instant où vous n'avez plus de collatéral, toutes les importations sont bloquées, mais pas les exportations. Prenons la relation Italie-Allemagne. À l'instant où l'Italie n'a plus de collatéral, eh bien, toutes les importations en provenance de l'Allemagne sont bloquées, mais pas les exportations. Ben oui, l'Allemagne a un solde créditeur excédentaire absolument monstrueux, comme vous l'avez dit. On va se permettre de rappeler que l'Allemagne est une puissance exportatrice. C'est parce qu'elle exporte qu'elle est riche. Donc, si vous lui retirez ses exports, ça devient un petit peu problématique. Ensuite, j'aimerais vous faire remarquer un petit détail, monsieur. Votre plan de sortie de l'euro par l'Allemagne, eh bien, ne comporte pas de sortie de l'euro par l'Allemagne. Ce qui est un petit peu embêtant. Dans la suite de sa vidéo, monsieur Troublefait va dire des choses à la fois bizarres et qui n'ont aucun sens. L'Europe serait un complot de l'Allemagne visant à voler la bombe atomique à la France. Bon, ma foi. Et donc, comme ça a peu de sens et peu d'intérêt, nous allons passer à la vidéo suivante. Ah oui, juste avant, pour que vous n'ayez pas à me croire sur parole. Vis-à-vis de la France, plus spécialement, ça passe par deux choses. Mettre la main sur la bombe nucléaire par le truchement d'une armée européenne. Ah, je vous avais dit que c'était digne d'un asile de fous, hein. Bon, allez, vidéo suivante. Ici, monsieur va essayer de nous expliquer comment est-ce que l'Italie compte sortir de l'euro, mais en fait non. Si j'ai choisi de parler de l'Italie, c'est parce que c'est le pays le plus proche d'une sortie de l'euro. Oui, enfin, qui était le plus proche. Parce que j'ai écrit cette vidéo en août 2019, au moment où Salvini s'est lancé dans son pari raté de mettre fin à sa coalition avec le mouvement 5 étoiles. Donc on va parler de son plan comme s'il était encore au pouvoir. Après tout, il n'est pas exclu qu'il y revienne. Ouais, alors donc si je comprends bien, la sortie de l'euro en Italie était portée par une seule personne, et cette personne s'est fait virer. Alors, je serais mauvaise langue, j'aurais envie de dire que s'il y a une seule personne qui porte cette idée, c'est parce qu'elle n'est pas très populaire. Et que donc les Italiens apprécient l'euro et veulent le garder. On reboucle sur les 75% d'opinion favorable envers l'euro de la BCE au début de la vidéo. Enfin bon, c'était quoi le plan de ce bon monsieur Salvini ? Ce qui était prévu avant l'été 2019 donc, c'est que l'Italie glisse un orteil en dehors de la zone euro en créant les mini-bots. C'est des bons du trésor ordinaire, mais de petite taille. Si au JT du 20h on vous dit que l'Italie a mis en circulation l'équivalent de 50 milliards d'euros en lire, vous allez avoir des pensées impures envers le dogme de l'euro irrévocable. Bah en fait non. Si quelqu'un essaye de me payer avec des lires, je vais lui dire de garder ses saletés. Et de me payer avec des bons euros. Et puis ça va s'arrêter là. Bon, ce sera un peu la même chose qu'avec votre franc en fait. J'en voudrais pas. C'est tout. L'Italie a donc choisi de sortir de l'euro de manière discrète. Tellement discrète que même les Italiens sont pas au courant. Pourtant, elle pourrait faire une sortie franche dès aujourd'hui. Sur le plan technique, c'est beaucoup plus simple de sortir de l'euro que d'y rentrer. Il suffit simplement qu'un dirigeant annonce un vendredi soir qu'il met fin au taux de change fixe de 1 pour 1 avec les autres monnaies de la zone euro. Pendant le week-end, on met en circulation les nouveaux billets qu'on aura préparés à l'avance, et les banques font les modifications nécessaires sur les comptes des clients. Bon, alors, tout d'abord, si un dirigeant quelconque dit qu'il veut mettre fin au taux de change de 1 pour 1, ses collègues ne vont pas comprendre. S'il dit « je sors de l'euro », là, ce sera déjà un peu plus clair, vous voyez. Ensuite, excusez-moi de vous le dire, mais on met les billets en circulation dans le week-end et les banques vont faire les modifications sur les comptes des clients. Ça montre une certaine naïveté dans votre vision des choses, monsieur. En Italie, il y a pour 200 milliards d'euros de billets en circulation. Donc les remplacer en un week-end, c'est peu réaliste. Pour les banques, si vous imaginez qu'elles seront capables de modifier leur système informatique en un week-end, là aussi, je vais vous le dire avec gentillesse, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et enfin, si le gouvernement italien n'est pas complètement débile, ce qu'il va faire, ce n'est pas demander aux banques de convertir les comptes bancaires en lire. Ce qu'il va demander, c'est que les banques
transfère les euros des comptes des particuliers italiens et des entreprises italiennes au gouvernement, à la banque centrale ou que sais-je, et les remplace par des lires. De cette façon, il bénéficie de réserves de change colossales. La totalité des euros du pays. Vous visualisez ? Et ça, c'est très utile pour deux choses. La première, c'est payer d'éventuelles dettes qu'on aurait en euros. Et oui. Et la deuxième chose, eh bien, c'est tout simplement de rassurer ses partenaires commerciaux. On a des réserves de devises, on a de quoi payer en dehors des billets de Monopoly qu'on vient d'imprimer. C'est quand même dommage, monsieur. C'est-à-dire que je suis un pro-euro et pourtant, j'ai un plan de sortie de l'euro qui est plus raisonnable que le vôtre. Puis, l'État sortant doit rembourser à la BCE sa quote-part des billets en euros, mais ça c'est une opération blanche, vu que les nouveaux billets remplacent les anciens. La quote-part des billets dont vous nous parlez, je l'ai donné tout à l'heure, elle est de 200 milliards pour l'Italie. On ajoute à ça les soldes Target dont vous nous expliquez qu'ils doivent être remboursés le jour de la sortie. Donc pour l'Italie environ 500 milliards. On arrive à un coût total de la sortie de l'euro pour l'Italie de 700 milliards. Et excusez-moi de vous le dire monsieur, mais jusque-là vous ne nous avez pas expliqué quel était le gain attendu d'une sortie de l'euro. C'est un oubli qui est quand même regrettable. Et voilà quoi, c'est torché. Sortir de l'euro est techniquement simple. Bon, eh bien, on vient de comprendre pourquoi vous êtes chômeur, monsieur. Tout ce que vous venez de nous décrire, ce sont des opérations extrêmement compliquées qui demandent à minima des années de préparation. Donc, nous expliquer que c'est simple et que ça peut se faire en un week-end, comment vous dire, c'est la démonstration d'un manque de réalisme assez confondant. L'euro est techniquement simple, mais si l'Italie veut le faire un jour, elle est obligée de bien s'y préparer. Parce que dans la pratique, on se heurte à au moins 3 problèmes politiques immenses. À savoir, le dogme, l'absence de procédure de sortie de la zone euro, et dans le cas de l'Italie, un solde target débiteur énorme. Oui, enfin, on se heurte surtout à la question du taux de change. Ça vaut combien une lire ? Qu'est-ce que je peux acheter avec ça au juste ? Est-ce que pour acheter une bouteille d'eau, il faut 1 lire ou 10 000 ? Maintenant, monsieur Troublefait va nous expliquer comment l'Italie, enfin, pardon, pas l'Italie, monsieur Salvini prévoyait de sortir de l'euro. Et c'est un peu triste quelque part parce que ce plan de sortie montre paradoxalement que l'euro est indépassable. Tout simplement parce que la nouvelle monnaie de l'Italie devait avoir la même valeur que l'euro et les billets devaient même reprendre le même design. Si l'idée des mini-bots est sur la table, c'est bien que les dirigeants italiens ne se sentent pas en mesure de faire une sortie directe de l'euro. En suivant les traités, ils seraient obligés de sortir un peu comme des voleurs en faisant défaut sur les targets, et ils seraient clairement identifiés comme les responsables de toutes les conséquences négatives qui pourraient en découler, pour eux ou pour les autres. Oui, et puis les Italiens risqueraient de pas trop apprécier de se retrouver avec des billets de Monopoly au lieu des billets en euros, hein. Il est donc important pour eux d'avoir le beau rôle, tant auprès de leurs citoyens que des Européens. Et pour ça, le plus simple, c'est de passer pour des victimes. Mais faites attention à ce que vous dites enfin, monsieur. Vous êtes en train de nous expliquer que le gouvernement italien veut manipuler les Italiens. Est-ce que vous vous rendez compte du degré de malhonnêteté du procédé ? Le procédé normal, monsieur, c'est de porter un projet, de le défendre, de l'argumenter, de l'expliquer et de convaincre. C'est comme ça que c'est supposé marcher. D'accord ? Si vous commencez à être obligé de dissimuler, de mentir et de tromper, c'est probablement qu'il y a un problème dans votre projet. Bon, ça c'est pour le problème d'image, un petit peu politicien, mais les dirigeants italiens ont aussi un problème de légitimité qui les empêche de faire une sortie directe de l'euro. Pendant la campagne électorale, la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, qui ont formé la coalition au pouvoir, ont tous les deux oublié de parler de la sortie de l'euro. C'est bête, parce qu'un changement de monnaie, c'est pas exactement un détail qu'on peut oublier. Je serais un petit peu mauvaise langue, je dirais que ces braves gens sont des fourbes qui ont manipulé les électeurs et qui leur ont menti. Hein ? Mais heureusement, je ne suis pas mauvaise langue. Si Salvini veut vraiment sortir de l'euro, il va devoir attendre ou créer une situation. Donc c'est monsieur Salvini qui veut sortir de l'euro, pas les Italiens.
C'est déjà bien que vous le reconnaissiez. Bon, alors c'est quoi finalement le plan de Monsieur Salvini pour sortir de l'euro ? Comme la BCE avec ses QE, l'Italie se place à la frontière de la légalité en créant une monnaie qui n'en est pas vraiment une, parce que l'euro restera la seule monnaie qui a cours légal et forcé dans le pays. Le plan pour sortir de l'euro implique donc de rester dans l'euro. C'est merveilleux. Les mini-bots n'auront donc pas ce privilège. Ils seront émis par le Trésor et non par la Banque centrale, et ils resteront une monnaie fiduciaire sous forme papier. Il n'y aura donc pas de compte bancaire en mini-bot, ni de création monétaire par le crédit. Voyez ça comme une monnaie locale, mais à l'échelle nationale, avec un petit bonus de solidité. Parce que ce qui va donner de la valeur à ces mini-bots, en l'absence de cours légal et forcé, c'est la garantie que l'État les acceptera pour le paiement des impôts, à une valeur fixe de 1 euro pour un mini-bot. Donc si je comprends bien, les mini-bots sont une monnaie que les commerçants pourront refuser, dont la valeur sera la même que celle de l'euro. Ce sera également une monnaie qui n'existera que sous forme d'espèces, qu'il ne sera pas possible de déposer sur un compte bancaire, et qui sera garantie par la dette italienne. État qui est régulièrement menacé de surendettement. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de ces mini-bots ? Parce que c'est supposé avoir la même valeur que l'euro, sauf que les possibilités d'utilisation sont beaucoup plus limitées, et les garanties beaucoup plus faibles. Donc, même si des particuliers ou des entreprises ont le droit de refuser les paiements en mini-bot, vous pouvez toujours les fourguer à l'État. Vous pouvez les fourguer à l'État si vous avez des impôts à payer. Point important. Cette garantie facilitera leur circulation du coup, d'autant plus qu'ils ont poussé le vice en donnant une apparence à ces mini-bots qui est bien éloignée de celle des bons du trésor habituels. Voici un bon du trésor classique, quand il est sous forme papier. Les bons du trésor, ça fait des décennies qu'on ne les imprime plus, monsieur. D'ailleurs, le bon du trésor que vous nous affichez est libellé en francs. Je me permets de vous signaler que ça fait environ 20 ans qu'on est passé à l'euro. Et voici un mini-bot. Et oui, ils ont copié le design des billets en euros avec les mêmes coupures et les mêmes codes couleurs. Du coup, ça vaut la même chose, ça a la même tête. C'est quoi la différence ? Même leur valeur faciale est exprimée en euros. Je repose ma question. À quoi servent vos mini-bots dans ces conditions ? Je laisse Jacques Sapir vous expliquer comment tout ça va fonctionner et pourquoi ça pourrait déboucher sur une sortie de l'euro. Pour vous placer la qualité d'analyse de Monsieur Sapir, sachez qu'il intervient sur RT France. RT France étant, pour ceux qui ne le savent pas, une chaîne de propagande financée par Moscou. Et ils se sont pris un tacle il y a peu par le Conseil national de l'audiovisuel parce que ce sont des menteurs. Alors Jacques, comment expliquer ce projet qui semble préoccuper les responsables, que ce soit à Bruxelles et à la BCE à Francfort ? La BCE n'a jamais eu le moindre début d'intérêt pour ce projet des mini-bots. Je suis désolé de vous le dire, mais ça déjà c'est faux. Alors, évidemment, le problème essentiel de l'Italie aujourd'hui, c'est la croissance. Perdu, c'est la dette. Et plus exactement la question de sa soutenabilité, et ce depuis des années. Aujourd'hui, l'État doit aux entreprises, dans le cadre de divers marchés publics, à peu près 50 milliards d'euros. C'est extrêmement important. La dette italienne s'élève à 2400 milliards d'euros, monsieur. 50 milliards de plus ou de moins, c'est pas grand-chose. Bon, il y a un petit décalage entre les chiffres réels et les chiffres de monsieur Sapir. Donc, je vais vous expliquer d'une manière un petit peu plus compréhensible ce que sont ces fameux mini-bots, et pourquoi ça n'a aucun intérêt pour personne. Monsieur Salvini prévoyait d'imprimer des bons du trésor, de la dette d'État, sous forme de billets, et de s'en servir pour payer certaines entreprises de travaux publics. Ces billets auraient pu être utilisés comme de la monnaie, sauf que les commerçants n'auraient pas été obligés de les accepter, qu'on n'aurait pas pu les déposer sur un compte bancaire, et que d'une manière générale, seules les espèces auraient existé. Maintenant, quels auraient été les avantages pour les différents types d'acteurs existants à utiliser ces fameux mini-bots ? Alors tout d'abord les particuliers, aucun intérêt. Ça a la même valeur que l'euro, sauf que on peut pas le déposer à la banque. Donc autant utiliser des euros. Ensuite les entreprises qui seraient payées avec ces fameux mini-bots. On va passer sur le fait que ces dettes d'État n'ont a priori pas de taux d'intérêt qui leur est attaché. J'ai envie de dire sur 50 milliards ça commencerait à faire un peu d'argent, mais surtout on est face à un instrument financier qui est peu pratique d'utilisation. Est-ce qu'il est plus simple d'avoir des palettes de billets, puisqu'on parle ici de billets de 100, ou d'avoir juste une reconnaissance de dette qui tient sur 10-20 pages ? Ensuite, quand ces entreprises vont vouloir payer leurs impôts avec ce truc,
va y avoir un petit problème. C'est qu'il va falloir les compter les billets. Eh oui. Une entreprise de travaux publics qui paye probablement plusieurs centaines de millions d'euros d'impôts par an, ça va mobiliser un petit peu de personnel. Ensuite, il va falloir transférer les fonds. Là aussi, ça va être simple. Donc, du point de vue d'une entreprise, je vois pas l'intérêt d'avoir ce truc. Mais du point de vue de l'État italien, c'est pas intéressant non plus. Premièrement, parce qu'on est face à de la dette qui est exigible à n'importe quel moment. Ça veut dire que l'État italien va devoir planifier ses budgets en tenant compte du nombre de mini-bots en circulation. Ici, on parle de 50 milliards. Vous imaginez un budget avec une marge d'erreur de 50 milliards ? Le deuxième problème, c'est que ces mini-bots, c'est pas de l'argent. C'est de la dette. Le résultat, c'est que quand l'État italien collecte ces fameux mini-bots, il ne reçoit pas de l'argent, il diminue sa dette. Et ça permet pas de payer les fonctionnaires. N'empêche qu'il peut dire tout le bien qu'il veut de l'euro, si Salvini revient au pouvoir et qu'il lance les mini-bots, ses intentions seront claires. Ça peut très bien servir dans un premier temps d'argument dans des négociations ou de protection contre d'éventuels abus de Bruxelles ou de la BCE. C'est là qu'on voit quand même un certain manque de réalisme de la part des anti-euros. On l'a vu, les mini-bots c'est pourri. Mais c'est encore plus stupide quand on sait que la Banque Centrale Européenne est la propriété des banques centrales de la zone euro. Ce que je vous affiche à l'écran en ce moment, c'est la répartition du capital de la BCE. Et vous pouvez y voir que la Banca d'Italia, la banque centrale italienne, en possède environ 14%. Donc, en cas de difficulté avec la BCE, plutôt que de se lancer dans des espèces de solutions moisies un peu bizarres, il est peut-être plus simple, tout simplement, d'assumer ce rôle d'actionnaire et de convaincre les autres actionnaires d'aller dans votre sens. Si votre solution est raisonnable, ça devrait pouvoir se faire. Bon, évidemment, si c'est juste que vous voulez faire n'importe quoi, ça va être plus compliqué. Venons-en à la grande question de cette série, qui va sûrement se poser un jour. Comment est-ce qu'on peut régler cette histoire de Target sans trop de casse ? J'ai déjà eu l'occasion de dire dans cette série que si l'Italie devait suivre à la lettre les règles des traités concernant ses dettes Target, elle serait obligée de faire défaut. Alors non, c'est pas ça que vous nous avez dit, monsieur. Ce que vous nous avez dit, c'est que si un pays sort de la zone euro, il faut qu'il paye ce solde Target. Dans ce cas-là, il y a une solution assez simple, c'est de rester dans l'euro. Enfin, ça paraît évident. Mais pour peu que les parties prenantes se mettent autour d'une table et acceptent de discuter, il existe des solutions plus intelligentes pour réduire la perte des créanciers et surtout éviter la connerie de faire payer les contribuables. Soyez attentifs, parce que c'est le moment de la vidéo où on va se faire un nœud au cerveau. Bon, alors en réalité, Monsieur Troublefait va se faire un nœud au cerveau tout seul. Parce que n'importe qui a un cerveau en état de marche est capable d'arriver à un raisonnement un peu plus élaboré. En plus de ça, les solutions que va nous proposer Monsieur Troublefait ont le petit inconvénient de ne pas fonctionner. Et de ne pas pouvoir fonctionner. C'est un brin embêtant. En gros, il y a 3 possibilités. Déjà, on peut figer les soldes Target tels quels dans les comptes des banques centrales, sans qu'on n'y touche plus. Après tout, dans le cadre de l'euro, l'Italie peut avoir un solde négatif de n'importe quel montant et de n'importe quelle durée, sans qu'on puisse lui demander de le solder avec des actifs un peu plus tangibles que sa propre monnaie. Ce système était accepté de tous, il a produit les effets que l'on connaît, maintenant l'Italie sort de l'euro, donc on fige la ligne et on passe à autre chose. Ça voudrait surtout dire que l'Italie ne pourrait plus commercer avec les pays de la zone euro. Et oui, dans le schéma de Monsieur Troublefait, les dettes Target, comme il appelle ça, proviennent des échanges commerciaux avec la zone euro. C'est parce que un client a acheté en euros qu'il y a une dette. Donc si on bloque les lignes comptables qui sont liées à ces échanges, fatalement les échanges s'arrêtent. Ça voudrait dire que l'Italie ferait une croix sur environ la moitié de ses exportations et environ 60% de ses importations. Oui, une paille, hein. C'est un peu différent d'un défaut italien, parce que là les deux parties se seraient entendues pour dire qu'elles ne se doivent rien. Bon, d'accord, dans ce schéma, du point de vue de Monsieur Troublefait, c'est l'Allemagne qui l'aurait dans l'os. Ma foi, bon, allez, passons à la deuxième solution. Une autre solution qui me semble beaucoup plus juste et intelligente pour les deux parties, c'est que l'Allemagne accepte la redénomination en monnaie nationale des soldes Target. Les 500 milliards d'euros italiens détenus par la Bundesbank deviendraient 500 milliards de lire.
La lire n'ayant cours qu'en Italie, cet argent reviendrait immédiatement dans l'économie italienne, et de son côté, la Bundesbank enregistrerait quand même une perte à cause de la dépréciation de la lire, mais elle serait moindre que dans le cas d'un défaut total. Bon, monsieur, tout à l'heure, vous nous avez expliqué que cet argent était bloqué dans les lignes de compte des différentes banques centrales. Donc, l'argent qui est bloqué dans la banque centrale allemande ne risque pas de retourner en Italie. Donc ça marche pas. Ensuite, dans l'hypothèse où ça marcherait, les Italiens n'accepteraient pas ça. Bah oui, ça revient à donner un pouvoir d'achat correspondant à 500 milliards d'euros sur l'Italie à l'État allemand. Est-ce que vous visualisez un petit peu ? Ça donnerait par exemple la possibilité à l'État allemand, la Banque centrale allemande, de racheter la moitié du MIB, le CAC 40 local. Votre solution donne tout simplement les clés à l'Allemagne pour acheter tout ce qui a de la valeur en Italie sans sortir un centime. C'est super. Allez, troisième solution. Oh là là. Bon, allez-y, monsieur. Enfin, une troisième solution qui peut être complémentaire serait que l'Italie paye une partie de son solde en euros ou avec des actifs éligibles, dans la limite de ses moyens forcément. Mais si les créanciers sont arrangeants, les débiteurs peuvent l'être aussi. C'est tout l'intérêt de se mettre autour d'une table et de négocier pour éviter un défaut total qui fâcherait tout le monde. Tiens, mais quelle surprise, dans ce schéma-là aussi, l'Allemagne l'a dans l'os. Vous aurez peut-être noté que c'est le point commun de chacune des solutions de Monsieur Troublefait. Il faudrait, pour une raison qu'on ne comprend pas bien, que les créanciers d'un pays qui sort de l'Union européenne choisissent de lui faire gentiment cadeau d'une partie, voire de la totalité de ses dettes. C'est super. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans l'hypothèse où l'Italie choisisse de ne pas rembourser ses dettes ? Imaginons, fait incroyable, je sais impensable même, n'ayons pas peur de le dire, qu'un pays comme l'Allemagne, qui est bien évidemment connu pour être très généreux sur les questions monétaires, soit pas décidé à être arrangeant, comme dit Monsieur Troublefait. Il se passe quoi pour l'Italie ? Eh bien, premier effet, qui n'attendra absolument aucune décision des États ou de qui que ce soit d'ailleurs, l'Italie ne pourra plus emprunter. Mais pourquoi donc, me direz-vous ? Tout simplement parce que personne n'est assez stupide pour prêter de l'argent à quelqu'un qui vient de refuser de rembourser ses dettes. Le cas s'est déjà présenté. On peut prendre par exemple la Grèce, qui, malgré le soutien de l'Union européenne, n'a pas eu accès au marché financier pendant des années et des années parce que personne n'envisageait ne serait-ce que de leur prêter un centime. La conséquence du fait de ne pas pouvoir emprunter pour l'Italie, vous me direz, oui, bon, c'est pas bien grave. Alors, c'est pas bien grave si vous avez un budget qui est à l'équilibre. Dans le cas de l'Italie, ça veut dire qu'elle doit trouver 39 milliards d'euros d'économie. Et pas dans 10 ans, maintenant. Alors, deuxième petit effet qui se coule maintenant, imaginons que l'Allemagne ne soit pas décidée à se laisser faire. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette brave Allemagne ? Alors, elle va pas aller faire la guerre. Non, on est dans une période un peu plus civilisée maintenant. Elle va tout simplement saisir les biens italiens présents sur son territoire, ou transitant par son territoire, ou celui de pays ayant un accord avec elle. Soit environ les 2 tiers de la planète. Et ensuite, ces biens seront mis aux enchères jusqu'à ce qu'on ait couvert le montant de la dette. Par exemple, une des conséquences de ça, c'est que la France exporte de l'électricité vers l'Italie. L'Italie va continuer à payer son électricité, mais l'électricité, elle va aller en Allemagne. Évidemment, dans ces conditions, c'est un petit peu compliqué de faire du commerce. Précision importante, c'est déjà arrivé ce genre de truc. Notamment à l'Argentine, si j'ai bonne mémoire. Bon, que vous soyez un État ou un particulier, de toute façon, ce que je vais vous recommander, c'est d'éviter les délires des cas sociaux et de rembourser vos dettes. Vous verrez, votre vie sera plus agréable. Bon, pour la fin de sa vidéo, Monsieur Troublefait continue dans son délire à propos de Target. Donc, j'en ai assez d'expliquer et nous allons en conséquence passer à sa dernière vidéo. Bon, là, nous allons arriver en enfer, je pense. Je pense très sincèrement que je suis mort, que j'ai dû faire quelque chose de pas bien dans ma vie, je sais pas trop quoi. Bon, je travaille dans des banques, oui, certes, mais quand même. Enfin bon. Et donc, ce monsieur Troublefait est ici pour me torturer en me racontant des trucs bizarres qui n'ont absolument aucune forme de logique ou même de cohérence interne. Allez-y monsieur, déchaînez-vous, on vous fait confiance.
Vous pouvez repousser les limites du possible. Salut à tous. À l'occasion des 20 ans de l'euro, le gouverneur de la Banque de France a fait un constat. L'euro est un vrai succès populaire. Il est soutenu par 72% des Français qui veulent le garder comme leur monnaie. Mais ce résultat n'est pas surprenant. Si on en croit la Commission européenne, l'euro n'a que des avantages. Les consommateurs bénéficient d'un choix plus large et de prix stables. Les entreprises ont plus de débouchés et elles sont libérées du risque de change, ce qui aboutit à une économie stable et une croissance plus forte. Les marchés financiers fonctionnent mieux, l'UE pèse dans le monde et on se sent plus européen que jamais. Tiens, mais... Oh, une lueur d'espoir. Monsieur Troublefait commence à dire des choses intelligentes. Oh. Ouais, mais à l'issue de cette vidéo, il se pourrait que vous ayez quelques petits doutes sur cette vision idyllique des choses. Je sens la routine revenir. L'euro est un putain de cancer. C'est vous le cancer de notre économie, monsieur. Avec vos allocations chômage, là, que vous touchez tous les mois depuis des années. Alors vous pensez peut-être que j'exagère et que c'est mon parti pris anti-euro qui s'exprime. Oui, effectivement, ça m'a peut-être un peu traversé l'esprit. Je suis contre parce que je constate que dans la réalité, c'est une vaste tartine de merde. Les tartines de déjection, c'est ce que vous mangez à partir du 5 du mois. Bah oui, effectivement, vos allocations ne peuvent pas payer à la fois votre nourriture et votre Cronenbourg. Il y a un moment, faut choisir. Pour commencer, on sait que la cherté de l'euro, alliée à la libéralisation des mouvements de capitaux et de marchandises, a conduit en France à des délocalisations et à une augmentation massive du chômage. Ce que je vous affiche à l'écran en ce moment, c'est la courbe du chômage en France sur plusieurs décennies. Et on se rend compte que, très concrètement, le chômage s'est effondré avec l'entrée dans l'euro. Et qu'il n'a jamais atteint ensuite les niveaux qu'il avait avant l'euro. Paradoxalement, c'est intéressant, ce que dit Monsieur Troublefait. Mais c'est intéressant sur sa vision des choses et son sérieux. Ce monsieur ne s'est même pas posé la question de combien était le chômage. Je rappelle l'étude du CEP, ils ont estimé que le PIB de la France a été amputé de 374 milliards d'euros en 2017 à cause de l'euro, soit plus de 16% du PIB. Le monsieur est en train de nous expliquer que sans l'euro, on aurait eu une croissance de 16%. Est-ce que quelqu'un est assez bête pour croire ça ? On va se permettre de rappeler que pendant les 30 Glorieuses, la croissance elle était à peu près à 7%. Cette course permanente et infinie à la dévaluation interne a conduit les pays de la zone euro, et notamment les pays de la périphérie, dans la déflation. Il s'agit de la baisse généralisée des prix sur une longue période. Bon, là je vais y aller au pas de charge. Monsieur, sur votre graphique, on voit 3 périodes de baisse des prix. La plus longue dure environ 3 mois. Qu'est-ce que vous nous parlez de longue période ? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez été prendre votre graphique chez Groupama ? Tenez, voici le graphique de la BCE. La baisse des prix peut être une chose positive quand c'est motivé par une augmentation de la productivité. Et vous, quand il s'agit de raconter des sottises, ça, vous avez une productivité extraordinaire, hein ? Vous pensez déjà que l'euro est une catastrophe ? Non. Lors de la crise de l'euro, les dirigeants européens ont créé le MES. Explication du rôle du MES. Si un État européen ne peut plus emprunter d'argent sur les marchés financiers et se retrouve en conséquence menacé de faillite, le MES prendra le relais temporairement et pourra lui prêter jusqu'à 700 milliards d'euros. Très concrètement, ça permet de mettre des gros coups de bâton aux marchés financiers s'ils font n'importe quoi. Voilà. Maintenant, voici ce que Monsieur Troublefait a compris. Et en cas de pépin, le MES pourra nous réclamer jusqu'à 142 milliards d'euros que l'État devra emprunter pour les donner aux autres États dans la mouise. Oui, sauf que si c'est la France qui est dans la mouise, monsieur, ça marche dans l'autre sens. On reçoit de l'aide des autres pays. Cette politique monétaire a un autre effet pervers. Ça a fait plonger les taux d'intérêt de nombreux États dans le négatif. Je ne suis pas certain de voir le problème, mais je suis sûr que vous allez avoir une explication extrêmement imaginative. Bon, sinon, avant de vous donner la parole, monsieur, je vais me permettre de vous rappeler que dans votre vidéo sur ADP, vous nous expliquiez que la privatisation d'ADP était une mauvaise idée, notamment parce que les taux d'emprunt de l'État étaient négatifs. Il y a peut-être une petite contradiction que vous devriez explorer. Enfin bon, je vous donne la parole. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt d'État négatifs sont une mauvaise chose ? Mais le monde est vaste, et on trouve encore des endroits où on rémunère l'argent. Donc on constate une fuite des capitaux de la zone euro vers les États-Unis, qui payent encore entre 1,5 et 2% d'intérêt positif sur leurs bons du trésor.
Bon, alors déjà, il faudrait des chiffres pour prouver ça. Et ensuite, je ne suis pas exactement certain de savoir à quel moment il y a un problème dans le fait que les pays européens prêtent de l'argent aux États-Unis. Bon, allez, argument suivant. Dans une certaine mesure, on peut considérer que les taux d'intérêt négatifs sont une bonne chose pour les contribuables parce que ça fait baisser la charge de la dette. Monsieur Troublefait commence à se débunker tout seul. Je sais même pas si c'est un progrès à ce stade-là. C'est incroyable, il vient de défoncer son argument d'avant. C'est... Bon, on va passer, expliquez-nous votre histoire de bulle. Ça va encore être un grand moment, je sens, mais on va s'efforcer de tenir. Par contre, c'est une très mauvaise chose pour les épargnants, parce que ça met en danger le financement de l'épargne en général. En France, on aime bien l'épargne à la papa, avec un capital garanti. Ça tombe bien, c'est la première qui va se faire défoncer par cette politique. Bah monsieur, je sais pas quoi vous dire, hein. Si les assurances vie en fonds euros ne sont plus intéressantes, bah les Français investiront dans autre chose. Ou ils laisseront leur argent sur leur compte bancaire et puis ça s'arrêtera là. Enfin, je vois pas bien le problème. Les fonds en euros d'assurance vie contiennent environ 80% d'obligations d'État, dont le stock est en train de passer en rendement négatif, mettant en péril la santé financière des assureurs qui doivent payer un rendement positif à leurs clients tout en garantissant leur capital. Alors monsieur, excusez-moi, mais... bon, s'il y a une seule personne qui travaille pour une compagnie d'assurance qui a écouté ce que vous êtes en train de raconter, vous lui avez probablement inspiré un grand éclat de rire. Les compagnies d'assurance financièrement, elles vont très très bien, d'accord ? Il n'y a pas de problème d'argent chez eux. La concurrence entre les assureurs les pousse à chercher du rendement et donc à prendre des placements de plus en plus risqués, dont la valeur peut s'effondrer en cas de crise économique, de flamber des taux d'intérêt ou du pétrole, ou tout simplement de mauvais placements. Bon, je vous le dis tout de suite, la catastrophe est quand même pas pour demain. En fait, c'était hier. Mon Dieu, il y a eu une crise dans le monde de l'assurance sans qu'on s'en rende compte. Oh, on nous cache tout. Le coup d'envoi a été donné début octobre 2019 par Arkea à un truc lié au crédit mutuel. Le truc en question pèse 150 milliards d'euros, monsieur. Oui, 150 milliards d'euros. Donc, essayez d'être un peu plus respectueux, hein. Ils ont dû recapitaliser leur filiale d'assurance vie sur Avenir à hauteur de 540 millions d'euros à cause des taux d'intérêt négatifs et des contraintes réglementaires sur les ratios de solvabilité. Mon Dieu! Ils ont dû recapitaliser à hauteur de 0,33% de leur total de bilan. Ah oui, je pense qu'ils vont pas s'en remettre, hein. 2 semaines plus tard, c'est AG2R La Mondiale qui lançait un emprunt de 500 millions d'euros à 4,4% d'intérêt pour améliorer la solvabilité de 2 de ses fonds d'assurance vie. Et pour finir, début novembre, ça a été le tour de la Société Générale d'annoncer une possible recapitalisation de sa filiale d'assurance vie, la Sogecap. Je vous passe tous les articles concernant Allianz, Generali et compagnie qui annoncent soit la baisse des rendements sur les fonds en euros, soit l'application de frais d'entrée exorbitants, ou tout simplement la fermeture du fonds. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de vendre ce produit à leurs clients parce que c'est plus rentable. Bon là, excusez-moi de vous le dire, monsieur, mais vous mélangez un peu tout et n'importe quoi. On va donc rester sur vos 2 fois 500 millions d'euros de recapitalisation. Ça nous fait donc une crise à 1 milliard d'euros. Oui, effectivement, l'assurance vie ne va pas s'en remettre, hein. Quand on voit les rendements sur le livret A, le LDD ou l'assurance vie en général, une fois qu'on a enlevé les frais, les cotisations et l'inflation officielle, même si elle est basse, les épargnants perdent déjà de l'argent. Eh oui, monsieur, il faut travailler pour gagner sa vie. Ou alors, si vous estimez que les placements sans risque ne rapportent pas assez, vous investissez sur des placements plus risqués. Et le problème est réglé. À ce tarif, la prochaine étape, c'est de se servir directement sur vos comptes. Ça tombe bien, c'est prévu. Bon, lors de la prochaine crise d'importance, comme les États ne pourront pas renflouer les banques cette fois-ci, vu qu'ils sont déjà surendettés, Monsieur, votre argument précédent était que les assurances vie vont s'effondrer parce que les États ont accès à trop de liquidités, ce qui crée des taux négatifs. Donc ils ne sont pas surendettés du tout. D'après ce que vous nous dites en tout cas. il est prévu que les banques se servent directement sur les comptes de leurs clients pour éponger leurs pertes. Cette pratique de bail-in ou renflouement interne est légale en France depuis le 1er janvier 2016, suite à la transposition de la directive européenne BRRD,
Ce que vient de dire Monsieur Troublefait est intéressant, parce que la base factuelle est à peu près vraie. Néanmoins, l'interprétation qui en est faite est extrêmement déformée et malveillante. Explication. Après la crise de 2008, on s'est dit que ce serait une bonne chose de se préparer en cas de nouvelle crise. Et c'est justement à ça que sert cette directive. Préparer les banques à une éventuelle nouvelle crise bancaire. Cette directive comporte 2 volets. Un volet préventif et un volet curatif. Évidemment, une des questions qui s'est posée, c'est, dans l'hypothèse où une banque fasse faillite, comment est-ce qu'on limite la casse au strict minimum ? Et c'est un peu méchant à dire, mais une bonne solution pour ça, c'est d'effacer des créances. Ça permet soit de rétablir la situation, soit de gagner du temps, ce qui permet de rétablir la situation. Là où Monsieur Troublefait est malhonnête, c'est que quand on l'écoute, on a l'impression que ce dispositif peut être appliqué au bon vouloir des banques, ce qui n'est pas du tout le cas. Premier point important, ce ne sont pas les banques qui peuvent prendre la décision d'aller se servir sur les comptes comme il dit, mais l'État qui va leur dire s'ils ont le droit de le faire ou pas. Deuxième point important là aussi, les épargnants seront sollicités en dernier recours. Avant ça, il y aura les actionnaires, ensuite les créanciers et éventuellement, si ce n'est toujours pas suffisant, les épargnants. On est quand même loin du... Il est prévu que les banques se servent directement sur les comptes de leurs clients pour éponger leurs pertes. Ah oui, un point important pour ceux qui diraient « Ah bah oui, non mais moi, mon argent, c'est le mien, il n'y a pas à se servir ». On parle d'un outil qui est conçu pour des situations extrêmes, d'accord ? La question qui se posera, ce ne sera pas de savoir si vous allez perdre de l'argent, la question ce sera combien. Soyez plutôt content que ce mécanisme existe. Ça vous permettra, s'il y a une difficulté, d'espérer pouvoir revoir une partie de votre argent, voire la totalité. Pour son argument suivant, Monsieur Troublefait va essayer de nous expliquer qu'on va essayer d'abolir la propriété privée pour maintenir l'euro. Comme c'est profondément débile, on va passer. Et on va aller directement à son dernier argument, parce que sinon je sens que je ne vais pas tenir. Et pour finir, l'euro nous fait courir un dernier risque avec les targets, dans le cas où un pays débiteur choisirait quand même de sortir de l'euro en catastrophe. S'il fait défaut sur les targets et qu'on suit toutes les règles en vigueur, ces dettes pourraient nous retomber sur la tronche par l'intermédiaire de la BCE. J'en ai déjà longuement parlé dans les épisodes précédents, mais un petit rappel vite fait en 30 secondes ne fera de mal à personne. Si l'Italie fait défaut sur les targets en sortant de l'euro par exemple, la Banque de France ayant environ 21% du capital de la BCE, elle se ramassera 21% de la perte, soit environ 100 à 120 milliards d'euros. Oh, le voilà qui revient à la charge avec ses targets. Bon, monsieur, vous nous avez expliqué tout à l'heure que les montants des soldes target sont dans les bilans de chaque banque centrale. D'accord ? Que ce soit des créances ou des dettes. Du coup, qu'est-ce que la Banque Centrale Européenne vient faire dans cette histoire ? Expliquez-moi. Par ailleurs, excusez-moi de vous le dire, mais dans l'hypothèse où la Banque Centrale serait impliquée dans cette histoire de solde target, ça figurerait à son bilan. Eh oui. Le problème, c'est que le total de bilan de la Banque Centrale Européenne, il est d'environ 450 milliards d'euros. Soit moins que, au hasard, le solde target de l'Italie et encore plus loin, celui de l'Allemagne. Donc, qu'est-ce que la Banque Centrale Européenne vient faire dans cette histoire, s'il vous plaît ? Bon, on va s'arrêter là parce que, d'une part, on est arrivé à peu près au bout des pensées, on va appeler ça comme ça, de Monsieur Troublefait, et d'autre part, je commence à m'agacer, donc il est vraiment préférable de s'arrêter ici. Alors, quelle va être ma conclusion sur cette vidéo ? Globalement, cette série de vidéos de Monsieur Troublefait est très mauvaise. On peut même parler de désinformation sans aucun problème. Néanmoins, je vais me permettre de saluer un certain nombre de points, parce que je pense que c'est nécessaire. Tout d'abord, nous allons reconnaître que Monsieur Troublefait ne cache pas ses opinions. Deuxième point qui doit, je pense, être porté au crédit de Monsieur Troublefait, son approche de l'argent par la comptabilité. Certes, Monsieur Troublefait ne comprend pas grand-chose à la comptabilité. C'est une réalité. Bon, certes, néanmoins, le principe de base est bon. C'est-à-dire que si on veut s'intéresser à l'argent et à son fonctionnement, on est obligé de s'intéresser à la comptabilité.
Ce qu'a fait ici Monsieur Trouble-Fée, certes d'une façon maladroite, mais il l'a fait. En revanche, il me semble qu'un certain nombre d'éléments sont manquants. Monsieur Trouble-Fée est pour la sortie de l'euro, de la France, mais la sortie de la France de l'euro n'est pas abordée. Comment est-ce qu'on sort de l'euro ? Ben, si on suit les vidéos de Monsieur Trouble-Fée, on ne sait pas. Quel va être l'impact pour notre pays ? Ben, on ne sait pas. Par quoi on remplace l'euro ? Ben, on ne sait pas. Le système Target dont Monsieur Trouble-Fée se plaint, on le remplace par quoi ? Ben, on ne sait pas. Ça fait beaucoup de sujets extrêmement importants qu'on ne sait pas. Et soyons clairs, ce n'est pas juste Monsieur Trouble-Fée qui a ce petit problème de savoir ce qu'on fait une fois qu'on est sorti de l'euro. Tous les anti-euros ont ce problème-là. Ils ne sont pas capables d'expliquer par quoi ils veulent remplacer l'euro, ou comment ça marcherait. Enfin, de façon crédible, je veux dire. Donc, je vais me permettre de rester sur ma position et de dire l'euro, c'est bien. Sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine.